Donc, je me présente, je m'appelle Willy Guillemin, je suis le responsable du département réseau et télécom à l'IUT de Vélizy. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui bien un peu la formation et le diplôme qu'on délivre maintenant qui s'appelle le Bachelor universitaire de technologie. D'accord, le but. Alors, premièrement, je vais vous définir un peu ce qu'est le but, puisque c'est nouveau pour nous, les IUT. On délivrait avant un autre diplôme qui s'appelait le DUT, diplôme universitaire de technologie. On a changé cette année, donc on vient de finir le premier semestre. Alors, pourquoi le nom bachelor? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que partout à l'étranger, le premier grade universitaire qui s'appelle undergraduate, c'est le bachelor. D'accord? Donc, le ministère, pour des questions internationales de reconnaissance à l'international, a décidé d'appeler la formation bachelor. D'accord? C'est le terme, je vous ai mis une photo d'une université en Irlande, Bachelor of Science in Cyber Security, qui font un peu le même programme que nous. C'est le nom classique à l'étranger. Alors, le bachelor à l'étranger, c'est soit 3 ans, soit 4 ans, ça dépend des pays. Classiquement, par exemple, en Angleterre, c'est 4 ans. Chez nous, c'est 3 ans. Donc, c'est une formation en 3 ans en France et puis dans un certain nombre de pays. Alors, le U, c'est pour une universitaire. Ça veut dire que le bachelor s'effectue au sein d'une université. D'accord? C'est une formation universitaire, ce qui implique aussi des savoirs académiques. Et ce qui implique aussi qu'au sein des équipes enseignantes, on a à la fois des enseignants du secondaire et des enseignants-chercheurs, et on a aussi des laboratoires de recherche. D'accord? Alors, c'est une importance, pourquoi? Eh bien parce que les chercheurs, ils travaillent sur des thèmes de pointe, et puis ils vont initier au niveau bachelor un certain nombre de concepts qu'ils peuvent voir dans la recherche. Je pense, par exemple, on a un chercheur qui travaille sur le LiFi, qui va probablement faire un module sur le LiFi. Donc, le LiFi, c'est le Wi-Fi, mais par la lumière. D'accord? Et donc, on a eu des projets. On a un collègue qui travaille en robotique interactive, qui travaille sur des casques qui captent les ondes cérébrales et qui doivent récupérer dans ces ondes cérébrales les informations de la pensée pour pouvoir les traduire en action sur des commandes. Ça a des applications, par exemple, sur l'armée pour que les militaires puissent communiquer en pensant sans parler dans des opérations spéciales, par exemple. Voilà. Alors, nous, l'université auquel on appartient, c'est l'UVSQ, l'Université de Versailles-Saint-Quentin, qui fusionnera bientôt avec l'Université Paris-Saclay. En quoi ça a une importance? C'est une importance si vous travaillez à l'étranger, parce qu'à l'étranger, ce qu'on connaît, c'est votre université, c'est ce qu'on va vous demander. Et Paris-Saclay, c'est la première université française qui est classée 13e au classement de Shanghai. C'est pour ça que les politiques sont assez demandeurs d'augmenter les classements des universités françaises, parce que c'est la reconnaissance à l'international. Voilà. Donc, on a des laboratoires. On a 2 laboratoires ici que je vous décrirai un peu plus tard. Enfin, le T, c'est pour technologie, bachelor universitaire de technologie. Là, c'est plutôt une conception pédagogique, c'est-à-dire qu'on forme par la technologie, on ne fait pas des maths et de la physique et des sciences générales pour vous ouvrir sur plein de secteurs, et puis après, vous choisissez la spécialisation que vous voulez faire. Dans le BUT, eh bien, vous choisissez une spécialisation. Alors, tous les buts à Vélizy sont globalement autour de l'informatique, d'accord? Puis vous avez le but info qui est vraiment orienté programmation. Le but RT, je vais vous expliquer ce que c'est après. Et donc, on fait des sciences générales en relation avec les technologies qu'on va vous enseigner. D'accord? Donc, nous, on fait des télécoms, par exemple. Eh bien, on va vous enseigner des maths et de la physique pour vous expliquer comment fonctionne la 5G, par exemple. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est la partie pédagogique. Donc, c'est adapté pour des étudiants, typiquement, peut-être qui n'ont pas l'appétence pour l'abstraction autant qu'ils pourraient avoir en prépa, mais qui, si on les rapproche, tout ça, à travers des TP et des choses comme ça, peuvent être plus intéressants. Alors, le nouveau schéma des études, il est illustré sur ce schéma. Avant, on s'engageait pour 2 ans. Là, comme vous le voyez sur la flèche jaune, on s'engage pour 3 ans. Mais vous pouvez toujours sortir au bout de la 2e année avec un DUT. Donc, le diplôme universitaire de technologie reste d'actualité. Vous l'obtiendrez au bout de 2 ans. Et si vous voulez sortir vers les écoles d'ingénieurs ou vers une licence généraliste, par exemple en informatique, ce qui arrive couramment, eh bien, vous pouvez sortir au bout de la 2e année avec le DUT. Vous pouvez bien évidemment continuer votre 3e année et vous obtenez un autre diplôme, donc le bachelor universitaire de technologie, qui ouvre, contrairement à la licence pro, à la possibilité de poursuivre vos études en master, puisque la demande du ministère, c'est qu'on ait 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études en master. Voilà. Au maximum. Donc voilà pour le nouveau schéma des études. Alors, quelle est la différence entre le but
et le DUT plus la licence pro. Donc, comme je vous l'ai dit avant, vous faisiez un DUT, soit vous partiez sur les écoles, soit vous alliez en licence pro. En gros, il n'y a personne qui allait travailler. Hein. Chez nous, c'est quasiment 100% qui continuait ses études. C'est pour ça que le diplôme n'avait plus non plus un sens d'insertion professionnelle puisque tout le monde continue. Alors, quelle est la différence entre le schéma DUT plus licence pro vs BUT? Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une meilleure reconnaissance à l'international. D'accord? Parce que le bachelor, c'est connu à l'international. Moi, j'ai essayé au sein du département de pas mal développer l'international. Et quand j'arrivais avec l'histoire du DUT, il y a un certain nombre d'universités qui me disaient non, mais le DUT, c'est pas reconnu, un bachelor, c'est 3 ou 4 ans. Si vous ne faites pas 3 ou 4 ans, on n'est pas intéressé par un partenariat. D'accord? Alors, on a quand même réussi à développer des partenariats, mais ça a ajouté une touche de complexité. Maintenant, comme on passe au bachelor, on va pouvoir même envisager des co-diplomations. Hein, c'est-à-dire qu'on commence à travailler avec l'ETS au Canada, par exemple, en disant on regarde nos programmes et on dit voilà, on a à peu près les mêmes programmes. Donc, notre étudiant, il peut faire la 3e année chez vous. Il a à la fois le bachelor du Canada et il peut continuer sur un master au Canada ou travailler au Canada et à la fois le diplôme français. Voilà ce que ça ouvre comme possibilité pour la poursuite d'études et pour l'international. Je vous l'ai dit, on a toujours le DUT à la fin de la 2e année, on peut poursuivre en master. Et alors, dans le but, il y a une nouvelle pédagogie qui est mise en place. Alors, il y a différentes façons d'approcher cette nouvelle pédagogie, mais en tout cas, chez nous, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup augmenté les projets. D'accord ? Avant, vous aviez un DUT avec 1800 heures de cours TPTD. D'accord ? Aujourd'hui, ça passe à un peu moins de 1600 heures sur 2 ans, sur les 2 premières années. Par contre, on a beaucoup augmenté le volume des projets. Donc, il y a beaucoup plus de travail en mode projet, ce qui a 3 avantages pour les étudiants. On a fini le S1, donc j'ai pu avoir un peu quelques échos. Hein, j'ai fait des sondages. Bon, déjà, ils préfèrent travailler en mode projet, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça favorise le travail en équipe. Ça favorise d'ailleurs la cohérence au sein de la promo parce que les très bons commencent à expliquer aux moins bons et ça crée une cohésion dans le groupe. Le deuxième point, c'est que ça travaille l'autonomie parce qu'on n'est pas tout le temps là comme en TP en leur dire ah bah ça ne marche pas, c'est parce que tu n'as pas fait ça. On les laisse chercher et puis il faut qu'ils trouvent la réponse tout seuls. D'accord ? Alors, quand ils bloquent trop longtemps pour ne pas les bloquer, on les débloque, mais il y a vraiment une phase de recherche où voilà, il faut faire l'effort de chercher. Donc ça travaille l'autonomie. C'est le deuxième point. Et puis le troisième point, c'est que ça leur impose de trouver des méthodes et on les accompagne pour ça, pour résoudre des problèmes. D'accord ? Ce qui ne se passe pas vraiment en TP, puisque ils déroulent leur TP, ils répondent aux questions. Donc là, c'est vraiment le mode projet, comme ils seront en projet en entreprise. Hein, il n'y aura pas un prof derrière pour leur dire maintenant, tu as oublié de faire ça. D'accord ? Donc, nouvelle pédagogie, c'est pour nous. Alors, il y a des départements où ça se faisait déjà, mais nous, ça ne se faisait pas vraiment. Alors, si, c'est revenu. Et donc, je pense que on a une expérience d'un semestre, mais je pense que ça, c'est vraiment un plus pour les étudiants. Si vous croisez les étudiants en salle de TP, ils vous diront, je pense qu'ils vous confirmeront ce que je vous dis. Alors, le DUT est plus flexible. Il y a 30% d'adaptation locale, c'est-à-dire que le programme sera défini sur 2 tiers au niveau national. Tous les DUT RT de France, les BUT RT de France auront ce 2 tiers commun. Il y aura 1 tiers d'adaptation locale. D'accord ? Ce qui va permettre, l'objectif, c'était défini par le ministère, d'adapter les contenus en fonction de plusieurs choses. Ici, par exemple, on souhaite développer l'international, donc on donnera plus de possibilités de faire l'international. On a un labo qui fait du LIFI, on va faire un module de LIFI, d'accord ? Et puis, en fonction du contexte, il y a des entreprises de cybersécurité, peut-être qu'on fera des modules avec des entreprises, etc. Il y aura un peu plus de souplesse. On a toujours des stages, un stage en 2e année de 8 à 10 semaines, ça ne change pas, et un stage en 3e année, donc qui sera de 14 à 16 semaines. Enfin, ce qui change vraiment aussi par rapport au DUT plus la licence pro, c'est que la licence pro, quand elle a été conçue pour pouvoir intégrer des gens qui venaient d'horizons différents et qui voulaient un peu changer de parcours. Donc, en licence pro Azure, c'est administration et sécurité des réseaux à l'IUT qu'on dispense, vous pouvez avoir un DUT GE2I qui n'a jamais fait de réseau, vous pouvez avoir une L2 de maths, vous pouvez avoir un BTS SEO, etc. Donc, il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Et donc, forcément, je dirais 70 à 80% de la formation, c'est une reprise de tout ce qu'on avait fait en DUT pour remettre tout le monde à niveau. D'accord ? Donc, je dirais qu'il y avait 20% de supplémentaires. Là, ce n'est pas du tout conçu comme ça, c'est conçu comme un programme de formation sur 3 ans. Donc, la 3e année, on ne revient pas du tout sur ce qu'on a fait les 2 premières années, c'est on avance. D'accord ? Donc, forcément, on va plus loin dans les concepts et les compétences et on s'aligne sur les standards internationaux.
Alors, pour quel type d'étudiant est destiné le but, hein, j'ai croisé un certain nombre d'étudiants qui sont venus me voir. Je classerai ça en 4 types d'étudiants. Le premier type d'étudiant qui vient chez nous, c'est des étudiants qui ont un projet professionnel, d'accord, ou une appétence pour une matière spécifique. J'ai des étudiants, j'en ai un qui est là, qui fait du réseau depuis tout petit, bosse en entreprise depuis tout petit, ça le passionne. Donc, il est venu chez nous. J'ai des gens qui font de la cybersécurité. Il y a des plateformes pour s'entraîner à la cybersécurité, faire ce qu'on appelle des challenges de cybersécurité ou des CTF, Capture the Flag. Ils sont inscrits sur RootMe, ils font ça depuis longtemps et puis ils ont envie de faire une formation en cybersécurité. Et ils n'ont pas envie de faire 2 ans de prépa, puis une année d'école où c'est encore généraliste, puis une 4e année pour atteindre la cybersécurité. Voilà. Ils ont envie d'en faire tout de suite, ça les passionne. Donc ça, c'est le premier type d'étudiant qui vient chez nous. C'est vrai pour chez nous et c'est vrai surtout en info aussi. Il y a des gens qui sont passionnés par la programmation. Ils n'ont pas envie d'attendre 3 ans pour faire de la programmation, ils veulent en faire tout de suite. Le deuxième point, c'est des étudiants qui ont envie d'une approche pédagogique centrée sur les TP, pas que les concepts. D'accord ? Donc, c'est des gens qui aiment bien la pratique. Donc, ça, c'est le deuxième type d'étudiant qui vient chez nous. Troisième type d'étudiant, c'est des gens qui veulent un parcours sécurisé. Ils ne savent pas encore s'ils veulent aller à Bac+5 ou s'arrêter sur des études courtes. Donc, ils veulent un diplôme intermédiaire. Donc là, ils en auront 2, le DUT et le BUT. Et puis souvent, ça les passionne, et puis ils se rendent compte que c'est bien. Et puis l'entreprise dans laquelle ils font leur stage ou dans laquelle ils font l'apprentissage leur dit il faut que tu continues. Et puis hop, ils embrayent sur un Bac+5. Voilà, c'est le schéma courant d'étudiants. Et puis enfin, on a un 4e type d'étudiants qui arrive souvent dans la nouvelle génération. Ils n'ont pas envie de soutenir le rythme prépa à fond pendant 2 ans. Ils veulent un travail plus régulier sur leurs 5 années d'études et donc ils viennent chez nous pour faire, je dirais, une continuité dans la quantité de travail à fournir sur tout le long de leurs études. Alors, plus spécifiquement, maintenant, je vais vous parler de la formation réseau et télécom. Alors, l'inconvénient au niveau marketing de la formation vis-à-vis des étudiants, c'est que réseau et télécom, eh bien, les étudiants ne savent pas ce que c'est le réseau, et télécom, ils ne savent pas non plus ce que c'est. Donc, forcément, ça peut être un peu moins vendeur. Globalement, réseau et télécom, c'est de l'informatique, mais au sens large, d'accord ? Donc, dans l'informatique, qu'est-ce que connaissent les étudiants ? La programmation, ça c'est connu. Donc, c'est ce que vous faites à fond dans le but informatique. Mais l'informatique, ce n'est pas seulement de la programmation. D'accord ? C'est aussi du réseau, c'est-à-dire l'administration des réseaux informatiques. Dans les réseaux informatiques, il y a quoi ? Il y a ce qu'on appelle l'infrastructure réseau, qui va vous permettre de vous connecter au réseau et puis d'acheminer les données entre les différents équipements du réseau. Alors, c'est un peu technique, les switches, les routeurs, ça, je ne sais pas si vous connaissez. Les bornes Wi-Fi, ça, forcément, vous devez connaître. Les IPBX, vous ne connaissez pas. Et puis, ce que vous connaissez aussi, c'est l'administration système. Donc, il y a des systèmes d'exploitation sur les machines avec du Windows, du Linux. Et puis, faut les administrer. Pour installer un serveur web, pour installer un serveur de mail, etc. Et puis, il faut automatiser les traitements pour aller vite. Et donc, il faut faire des scripts, un peu de la programmation, par exemple, sur Windows en PowerShell ou sur Linux en Bash. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la partie réseau. Certains en STI2D peut-être en font un petit peu sur Packet Tracer, etc. Mais ce n'est pas très, très connu. Par contre, il y a vraiment beaucoup de travail dans ce domaine. La deuxième partie qui est à droite, alors c'est un peu coupé aujourd'hui, mais c'est toute la programmation. Programmation, il y a 2 grandes parties. Il y a programmation web, HTML, CSS, PHP, JavaScript, etc. Puis la programmation plus classique, c'est Python, Java, et tout ce qui est base de données. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier du but info. Nous, ça va être un tiers du pôle. C'est un peu plus large. Et donc, nous, on a une spécialité qu'on commence dès la première année, c'est quand même la cybersécurité. Alors, parce que ça passionne les étudiants. Avant, on s'appelait juste DUT RT. Maintenant, on s'appelle DUT RT cybersécurité. Vous mettez cybersécurité, vous avez 2 fois plus d'étudiants qui viennent. Bon, on ne fait pas des choses différentes de ce qu'on faisait avant, mais le nom a changé. Cybersécurité, c'est un mot-clé qui est connu par les étudiants. Et donc, forcément, voilà, l'appel n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cybersécurité ? En cybersécurité, on fait du pen testing, c'est la version anglaise classique, ou de l'audit de sécurité, c'est-à-dire qu'on va essayer de pirater des systèmes d'information. D'accord ? Donc, on va leur apprendre comment on pirate un système d'information, on va leur montrer des attaques et leur montrer comment on applique ces attaques. Dans le but, évidemment, ce qu'on appelle ethical hacking, de défendre ces systèmes d'information, et ça va être la deuxième partie. Une fois qu'on a vu l'attaque, on va dire comment on se protège de cette attaque. D'accord ? Alors, bien évidemment, et vous pouvez le voir dans la presse régulièrement, on peut avoir des gens très forts
a toujours des gens encore plus forts, notamment si les attaques sont créées par des États avec des groupes d'ingénieurs. Et donc, il y a toujours des moments où votre système est attaqué, et puis vous ne connaissiez pas la faille, et puis voilà, il est attaqué, on a chiffré vos disques durs, vous ne pouvez pas utiliser vos disques durs. Et donc, après, on a ce qu'on appelle du forensic, où on va regarder comment ils ont réussi à pirater et détecter comment ils ont fait l'attaque. D'accord ? Et puis, on va devoir faire de la réponse à incident, c'est-à-dire, OK, bon, mes systèmes sont attaqués, tous mes disques durs sont chiffrés. Si votre RSSI a bien fait son boulot, et ben les disques durs ils ont été sauvegardés. Et puis, on a défini une procédure de remise à niveau des équipements. D'accord ? Donc, ça, c'est toute la réponse à incident une fois que vous avez été attaqué. Voilà. Donc, voilà un peu les grands domaines de la cybersécurité. Alors, il faut des années pour être bon. Hein. C'est un domaine qui évolue tout le temps. Vous voyez des attaques tout le temps. Prenez n'importe quelle société. Hein. Vous prenez même les grandes entreprises américaines ou les entreprises d'État. Vous avez toujours des failles, de nouvelles failles tous les jours. Personne n'est à l'abri. D'accord ? Donc, c'est vraiment un domaine qui évolue tout le temps. C'est très, très compliqué. On est obligé de se spécialiser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et c'est un métier où vous ne vous embêterez pas si vous décidez de vous engager dans ce métier. Enfin, le quatrième pôle, c'est le pôle télécom, dans lequel on fait du traitement du signal, des communications numériques et tout ce qui est réseau mobile, 4G, 5G, et ce qui démarre un peu l'Internet des objets. Alors, j'en ai pas parlé au niveau pédagogique de ces différents trucs, mais le réseau, ce n'est pas du tout abstrait. D'accord ? Il y a des connaissances à apprendre. Bon. Pour les gens qui ont du mal en abstraction, c'est très bien, ça se passe très bien. La programmation, il n'y a pas beaucoup de maths non plus en programmation. Hein. Il y a de la logique. D'accord ? Donc, je veux dire, c'est de la logique mathématique. Et puis, vous avez les télécommunications, où là, c'est le contraire. Beaucoup de maths, beaucoup d'abstraction. Donc, forcément, c'est la partie la plus compliquée. Mais l'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, vous avez 3 branches différentes. Et si jamais vous avez des difficultés dans l'abstraction, vous pouvez compenser par les 2 pôles du haut. D'accord ? On a des gens qui ne sont pas très forts en abstraction. Ben, ils vont avoir des bonnes notes sur les 2 pôles du haut et puis ils vont quand même se former là-dessus parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des choses où on peut se former tout seul et on se formera toute notre vie, enfin, surtout les jeunes, hein, sur des technologies. Par contre, il y a des choses qu'on apprend surtout à l'université quand on est jeune et quand on vieillit, c'est quand même plus compliqué de se former sur des trucs très, très théoriques. D'accord ? Donc, c'est important aussi, ça vous ouvre un pan scientifique sur la partie traitement du signal notamment. Voilà. Et enfin, bien évidemment, il y a toute une partie formation scientifique et humaine. Hein, c'est ce qu'on dit à nos étudiants, c'est que vous avez des gens qui sont très forts éthiquement, et on en a encore cette année, hein, des étudiants qui sont passionnés. Mais par exemple, ils font des oraux sur leur projet et ils ne savent pas forcément super bien expliquer leur projet. D'accord ? Donc la communication, c'est très important parce que si en entreprise, vous êtes très fort techniquement, mais que vous ne savez pas expliquer, que vous ne savez pas vous présenter à un client, vous resterez en bas de l'échelle. Donc, c'est un pôle aussi important dans nos formations. Et notamment, parler en anglais. Alors, je ne sais pas si on le refera parce qu'on n'a pas encore parlé avec l'équipe, mais dans le DUT, le 4e semestre était intégralement en anglais. En anglais, c'est devenu un passage obligatoire, donc on n'a pas discuté avec l'équipe si on va le remettre en place, mais il est probable qu'on essaiera de refaire un semestre en anglais. Alors, le recrutement, c'est ce qui intéresse beaucoup les parents et les étudiants, comment on recrute. Maintenant, dans le but, alors pas tous les buts, mais en tout cas dans les buts avec l'ISI, on a obligation d'avoir 2 listes, une liste pour les bacs généraux et une liste pour les bacs technologiques. Ça, c'est le ministère qui nous l'impose, avec 50% de place pour chacune des listes. On a une petite formation, donc on a 19 places pour les bacs technologiques, 19 places pour les bacs généraux. En gros, on a 1454 dossiers au total, 541 pour les bacs technologiques, 913 pour les bacs généraux. On en classe un peu plus de la moitié, c'est-à-dire que les autres ne sont pas classés, ils ne sont pas pris. Et ensuite, eh bien, on appelle les 19 premiers. Quand les 19 premiers refusent, on passe. Je ne vais pas dans le détail, il y a quelques subtilités, mais on passe aux 19 suivants, etc., etc. Et puis, dans les 19 suivants, peut-être qu'il y en a un qui accepte. Les 18 autres, non, donc on passe aux 18 suivants, etc., etc. Et donc, le dernier appelé, c'était pour les bacs technologie, le 144e. Donc, si vous faites 144 sur 541, ça fait les 26 premiers pourcents qui ont été appelés. Et pour les bacs généraux, c'est un peu la même chose, alors sauf qu'ils sont plus nombreux. On avait 913 dossiers, 498 qu'on a sélectionnés, et on a appelé, le dernier appelé, le 234e. Une fois que vous êtes sélectionné, l'encadrement,
et l'investissement des enseignants, la qualité du matériel est faite pour que vous réussissiez. D'accord? Par contre, il y a une composante essentielle, puisque les profs ne peuvent pas réussir tout seuls, c'est que l'étudiant travaille. Voilà. Le mot cybersécurité nous a apporté des étudiants qui travaillaient plus, donc on va avoir un très bon taux de réussite aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison d'échouer, d'accord, si vous êtes sélectionné, mais il faut travailler. Voilà. C'est un peu la clé de la réussite. Alors on me demande, oui, je vais en parler, puisque c'est un critère important pour vous, je ne l'ai pas mis parce que c'est toujours délicat. Quelles sont les notes et les moyennes? Je pense que ça intéresse les gens. Quelles sont les moyennes du recrutement? Alors, je dirais que pour les bacs technologiques, on va dire avant l'année dernière, c'est bien d'avoir 12 de moyenne pour avoir une chance de réussite. D'accord. En dessous de 12 de moyenne, on constate, ce n'est pas vrai pour tous, hein, donc je fais le cas moyen et le cas général, mais chaque étudiant peut trouver sa voie, peut se mettre à travailler, etc. Il n'y a pas de déterminisme. On est bien d'accord, mais je suis obligé de donner des critères. En dessous de 12 de moyenne, on constate qu'il y a un manque de travail chez les bacs technologiques. Voilà. Et il va falloir faire un effort sur les maths. Ça, c'est sûr. Pour les bacs généraux, il faut avoir en gros au moins 10 de moyenne. D'accord? Ça, c'est pour la réussite. Alors, l'année dernière, c'était un peu différent. Il y a eu une surnotation de tout le lycée. Et donc, toutes les notes étaient très supérieures. Donc, on a recruté plus haut. Ça ne veut pas dire que les étudiants étaient meilleurs, mais ça veut dire qu'avec le Covid, la notation des enseignants au lycée a vraiment augmenté, je dirais. Il n'y a pas d'évaluation qui est faite, donc c'est un peu le pifomètre, mais je dirais qu'on a pris au moins 1,5 point sur toutes les moyennes. D'accord? Alors, je ne saurais pas vous dire comment ça va se passer cette année, on ne sait pas si ça va être décalé, etc. C'est difficile. Mais dans le classique, voilà, il faut avoir au moins 10 en bac général et puis au moins 12 pour avoir un taux de réussite correct. Il y a des bacs pro, donc pour les bacs pro, on n'en prend pas beaucoup. Là, pour les bacs pro, il faut au moins avoir 16 de moyenne pour avoir une chance d'être recruté. Voilà. Alors, la poursuite d'études, bien évidemment, donc on a commencé cette année le but, donc je n'ai aucune statistique sur la poursuite d'études en but, puisque les étudiants sont encore en deuxième année. Donc ça, c'est les statistiques de poursuite d'études du DUT 2021, l'année dernière. Donc, comme vous pouvez le voir en haut, on avait 33% d'étudiants qui partaient sur une licence professionnelle et 66% qui partaient en école d'ingénieur. D'accord. Sur ces écoles d'ingénieurs, vous avez un peu tous les niveaux. Vous avez 2 étudiants l'année dernière qui étaient assez forts, enfin même très forts d'ailleurs, qui sont partis à la Télécom Paris, pour ceux qui connaissent les écoles. Télécom Paris, il y a Polytechnique dans les classements, et ensuite il y a Centrale Supélec et Télécom Paris. Donc c'est des Télécom Paris, c'est des gens qui ont au moins 18 de moyenne en terminale générale, d'accord, avec au moins 18 en maths. C'est ça, les gens qui passent par la prépa qui atteignent ces écoles. Donc là, très bon niveau. Et puis après, vous êtes tous les niveaux, l'INSA Lyon, Télécom Paris, UTC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais vous avez tout le panel d'écoles. Majoritairement, beaucoup, et c'est le profil conforme des gens très axés sur la technologie, donc beaucoup font leur école en apprentissage avec une alternance en entreprise et dans l'école. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on développe beaucoup l'international. Actuellement, on avait 5 partenariats, mais 2 vraiment qui étaient très actifs, donc la Bulgarie et le Canada. On avait d'autres partenariats qu'on avait montés juste avant le Covid, mais le Covid a un peu tout arrêté. Avec le bachelor, avec l'arrivée du bachelor, et on espère un jour la fin du Covid, ça va se développer, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de développer les cloud diplomation, notamment avec le Canada. Et puis, on avait signé un accord de principe, par exemple, avec la Grèce. On était en discussion avec l'Allemagne. Le Covid a tout arrêté, mais on va reprendre tout ça. Donc, il est probable que, et puis le Vietnam aussi, avec lequel on discutait, probable que tout ça se redéveloppe dès que déjà on aura fini nos programmes, puisque les programmes sont en cours de finalisation et que le Covid s'arrêtera. On a aussi un voyage, vous avez des photos ici, donc avec notre partenaire russe à Saint-Pétersbourg. Pour ceux qui font l'alternance, comme c'est plus compliqué, c'est possible maintenant, mais ce n'est pas encore mis en place de partir un semestre à l'étranger. On proposait un voyage d'1 semaine à Saint-Pétersbourg. On a l'université de Banch à Saint-Pétersbourg, qui a un bachelor en cybersécurité, qui nous accueille. Ils ont un festival international des cultures tous les ans. Ils nous font des cours de russe, ils nous font des cours de cybersécurité, ils nous accueillent pour le festival. Ça, c'est pour les gens qui font l'alternance, puisqu'ils ne peuvent pas vraiment partir un semestre à l'étranger.
Alors, donc, on fait de l'apprentissage, évidemment, comme je viens de le dire. L'apprentissage, il peut se faire dès la première année, parce qu'on me pose la question souvent. L'intérêt de l'apprentissage, c'est que c'est une autre manière d'étudier, une semaine en entreprise, une semaine à l'IUT. C'est source d'une plus grande maturité chez l'étudiant. Vous avez des apprentis, vous pouvez discuter avec eux. Je l'ai mis, on avait en dernière position, mais c'est peut-être aussi le plus important. Ça vous garantit une autonomie financière. Donc, si vous avez des étudiants qui ont des problèmes financiers, ben forcément, voilà, c'est important. Avec des salaires de 650 à 1200 euros la première année en fonction de l'entreprise, de l'âge, etc. Et puis, vous avez une expérience professionnelle qui se construit. Et ça veut dire que sur votre CV, vous avez déjà une période en entreprise quand vous arrivez pour postuler sur un job. Je me dépêche parce que je pense que je suis en retard. Il est quelle heure? Ouais. Donc, vous pouvez faire ça à partir de la première année. Souvent, on a des étudiants qui arrivent en première année en formation classique, qui découvrent l'alternance puisqu'on leur en parle et qui migrent vers l'alternance en deuxième année. Voilà. C'est un parcours classique où vous faites vos 3 ans classiques, pas pour l'alternance. C'est le même diplôme, c'est les mêmes poursuites d'études. Ce qui va changer globalement, hein, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de projets pour les FI. D'accord. Bah, eux ne feront pas forcément beaucoup de projets, ils feront leur projet en entreprise. D'accord, pas de projet. Et puis, ils n'auront pas les vacances. Les vacances, ils seront en entreprise. C'est ça qui va leur permettre d'avoir exactement le même volume de cours, mais la notion de projet, elle est faite en entreprise. Voilà. Je crois qu'on est en retard, donc on ne va pas détailler. Donc, on offre on pourra en reparler dans le hall si vous avez des questions. Donc, 2 parcours, cybersécurité, qui est globalement le plus demandé, et puis réseau opérateur et multimédia, tout ce qui est opérateur télécom. Et on va juste prendre quelques minutes pour des questions, si vous avez des questions. Ouais. Alors, c'est la moyenne, effectivement, hein, on ne va pas compter le sport, voilà, on compte les maths, la physique, l'anglais et le français. D'accord. S'il y a NSI, on va compter NSI. S'il y a sciences de l'ingénieur, on va compter sciences de l'ingénieur. En gros, toutes les notes qu'on va utiliser et dont ils vont avoir besoin. Donc, c'est une moyenne qu'on fait nous. D'accord. Ce n'est pas la moyenne de terminale dans laquelle vous comptez le sport, je ne sais plus ce qui est en terminale. Donc, voilà. C'est vraiment la moyenne des notes qui sont importantes pour nous, dans nos classements à nous. Donc, le classement, je n'en ai pas parlé, mais on va faire cette moyenne-là. D'accord. Ça va nous donner une moyenne. Là, on va donner les dossiers aux différents enseignants qui vont regarder les dossiers, les commentaires des professeurs, la lettre de motivation, ce qu'a fait l'étudiant, le parcours de l'étudiant. Et de ça, on va pondérer cette moyenne, je vais dire en gros de plus ou moins 3 points. Hein. Et ça va vous donner une note et le classement final. En tout cas, il faut avoir fait des sciences. Voilà. Clairement, ne pas avoir fait de mathématiques du tout, c'est clairement un handicap. Maintenant, si quelqu'un a fait NSI et que son enseignant d'NSI me dit c'est un passionné d'informatique, il adore coder, il fait ça depuis 10 ans, voilà, je vais peut-être le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on a des maths dans la formation. Les maths, ça sert quand même, dans les formations scientifiques. Mais il y a d'autres moyens de compenser. Après, je ne vais pas vous dire, c'est au moins bien d'avoir fait maths complémentaire, voire maths spécialité. On n'est pas obligé de faire maths expert, hein, mais clairement, ça va nous donner, ça va donner à l'étudiant des choses à rattraper. Quoi. Voilà. Après, le but de la réforme du lycée, c'était de permettre à l'étudiant de choisir ses matières et de montrer qu'il est passionné dans les matières qu'il fait, qu'il a des bonnes notes. Maintenant, s'il veut faire des sciences, il faut quand même qu'il ait pris des choses scientifiques. Vous voyez, s'il fait NSI et qu'il me dit bah voilà, j'ai 18 ans en NSI, je suis passionné et je m'éclate en NSI, effectivement, il a une chance d'être pris chez nous. Voilà. Oui. Est-ce que le programme est différent? Bah, oui, tous les modules sont différents, c'est la suite, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais on commence par je sais pas, on va faire du réseau d'entreprise en première année, puis on va passer sur les technologies de réseau opérateur. On va faire les premières attaques en cybersécurité, puis on va vous expliquer les modules de pen testing. Enfin, c'est une continuité sur 3 ans pour arriver à un niveau de formation. Donc oui, tout est différent. C'est pareil en maths.
Vu qu'un pan des maths n'est plus vu au lycée, eh bien, on va reprendre l'intégration, les dérivés, les complexes, etc. Et puis au fur et à mesure, on va arriver sur la transformée de Fourier, on va arriver sur les matrices, sur de l'algèbre linéaire, voilà, donc ça évolue tout au long du programme. Ouais. Alors, majoritairement, c'est des STI 2D, oui. Majoritairement. Très peu de STL, c'est majoritairement des STI 2D qu'on recrute. Ouais. Très majoritairement. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là.